Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais faire une vidéo relativement courte sur Yannick Jadot. J'ai promis de parcourir tous les candidats à la présidentielle, mais finalement il y en aura peut-être très peu, vu le problème des parrainages, depuis que ceux-ci ne sont plus anonymes. C'était important pour moi de faire une vidéo sur Yannick Jadot, puisque si je m'intéresse à tous les aspects de la politique, c'est avant tout l'aspect nature, écologie qui me passionne le plus et qui me préoccupe le plus également. Même si le problème de la crise sanitaire a probablement égalé, non pas à cause du virus, mais à cause de ses implications politiques justement. C'est d'ailleurs pour ça que ma toute première vidéo sur un candidat, une candidate plus précisément, était Sandrine Rousseau, du même parti politique. À une primaire, c'est Yannick Jadot qui est passé de justesse devant Sandrine Rousseau. Donc même si finalement il ne sera peut-être pas candidat, puisque ce n'est pas certain qu'il aura ses parrainages, eh bien je pense important d'analyser son programme et son discours pour voir où en est l'état de l'écologie politique en France. Mais justement, je viens de dire que à égalité avec l'écologie, enfin c'est très compliqué de comparer parce qu'en réalité il y a des implications et des liens entre les deux, il y a la crise sanitaire. Et je voulais tout de suite commencer par un aspect très problématique de Yannick Jadot, c'est ses prises de position par rapport aux solutions que l'on pouvait apporter à la pandémie. Je vous laisse écouter. Pour que le vaccin ne soit pas réservé qu'aux pays riches. Il faut qu'il soit obligatoire. Oui. 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 Donc, avant même la campagne d'injection, monsieur était pour l'obligation pour tous. Avec le recul, alors que vous savez que j'étais contre ces injections depuis le début, eh bien, on voit qu'il avait une très mauvaise prise de décision et il n'a pas évolué. Voici ce qu'il disait donc un an après. Nous ne sortirons pas de cette pandémie tant que le monde ne sera pas vacciné. Justement. Là aussi, ça fait 1 an qu'on se bat pour la levée des brevets. Les firmes pharmaceutiques, près de 50 milliards de bénéfices. 50 milliards de bénéfices. On est en train de s'installer dans une pandémie où on va aller se faire vacciner tous les 6 mois ou tous les ans. Cette Eh idée, ben non, on cette lève les idée- brevets et on vaccine le reste du monde. Il vous a pas échappé qu'on a associé le mouvement écologiste à une forme de défiance ou de scepticisme vis-à-vis de la vaccination. Je pense notamment à Michel Rivasi. Est-ce que ça vous a gêné? Moi, j'ai toujours dit à Oui, quel point je le il fallait confirme. se faire vacciner. L'écologie, c'est la science. C'est la science sur le climat, c'est la science sur la pollution de l'air, c'est la science sur le chlordécone en Guadeloupe, en Martinique. Donc là, et aujourd'hui, cette pandémie, elle est terrible. On a ce variant qui pourrait remettre en cause tout ce qu'on a l'impression d'avoir gagné en immunité pour reprendre une vie normale. Donc évidemment, moi je soutiens la vaccination. Notez qu'il est intéressant de voir qu'il dit ça le 29 novembre, à l'arrivée du nouveau variant. Et regardez ce que moi je disais le lendemain, le 30 novembre, dans ma vidéo sur le variant, où j'annonçais ce qui allait se passer, à savoir que ce variant allait être moins dangereux et plus contagieux, parce que c'est la tendance normale des virus. L'avenir m'a donné raison et lui a donné tort une fois de plus. Vous allez peut-être me dire que la prise de position par rapport à la pandémie n'est pas essentielle du point de vue écologique. Mais je dirais que c'est en tort, parce qu'en réalité, une pandémie, quand elle est mal gérée, comme ça a été le cas particulièrement en France, est extrêmement polluante. C'est un sujet dont on parle très peu, voire jamais. C'est les tonnes de déchets liés, bien sûr, aux masques, aux tests, aux seringues, et on ne parle pas non plus de la pollution liée à la production de ces produits. Vous savez évidemment de quoi je parle. Donc, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Un président de la République doit prévoir de gérer ce genre de crise et prendre des décisions qui aient du sens. Et là, il est parti sur une stratégie fausse qui a montré qu'elle ne marchait pas, et avec le recul, il reste sur ses positions. Donc, ce n'est pas très encourageant par rapport à sa position éventuelle de président de la République. Et justement, c'est intéressant de se rendre compte que, normalement, un bon politicien doit pouvoir écouter ses contradicteurs, les autres positions, pour éventuellement évoluer avec l'actualité. Donc, je pense que
quand il réagit comme ceci par rapport à un de ses concurrents. Zemmour est juif. Et alors? C'est-à-dire qu'en fait, il fait le juif de service pour les antisémites. C'est grave ce que vous dites là. Bien sûr, Hein? mais c'est extrêmement grave ce que porte Éric Zemmour dans la société. Ça veut dire, attendez, je vous relance là-dessus, ça veut dire que quoi? Zemmour, il est devenu la caution, l'alibi Des antisémites. Des antisémites, Bien sûr, le faire valoir bien des sûr. antisémites. Oui, vous avez bien entendu, juif de service. Eh bien, je pense qu'il fait une erreur gravissime qui devrait le disqualifier totalement comme candidat à l'élection présidentielle, quelle que soit sa position par rapport à l'écologie. On ne peut pas balayer ses arguments d'une telle façon, surtout qu'écoutez ce qu'il dit sur l'immigration. Vous réaffirmiez que l'immigration n'est pas un problème. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il n'y a pas lieu de limiter la présence des étrangers en France? Non, ça n'est pas un problème. Alors après, j'entends le débat chez les Républicains totalement urbanisé ou zémorisé, où on remet en cause le droit d'asile. La France, c'est le pays de liberté, égalité, fraternité. Nous avons signé des conventions. J'ai parlé de ces femmes et de ces hommes qui ont survécu. Notre responsabilité, notre obligation, c'est de les accueillir. Yannick Jadot. Le regroupement familial, c'est une obligation internationale. Et c'est tant mieux. C'est le problème de ce genre de politicien, c'est qu'en fait, il crée des Zemmour, il crée des Trump. Pourquoi? Écoutez, sérieusement, il y a au moins 50% des Français, d'après les sondages, qui vont voter pour un candidat totalement anti-immigration, ou prétendument anti-immigration. Zemmour, bien sûr, Le Pen, mais selon ses propos récents, même si je doute de sa sincérité dans une vidéo à son propos, Valérie Pécresse parle de mettre fin au problème de l'immigration. Les sondages donnent des chiffres même plus élevés. Il y a plus de 60% des Français qui estiment que l'immigration est exagérée, est un problème. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Certains disent même que la démocratie est la dictature des cons. Mais ce n'est pas la question. Quand vous voulez être président de tous les Français, la moindre des choses est de tenir compte d'un problème qui concerne 60% d'entre eux. Ça ne veut pas dire que les solutions de Zemmour, de Le Pen ou de Pécresse sont les bonnes. Je n'ai pas du tout dit ça. On en reparlera évidemment dans la vidéo sur Zemmour, puisque c'est son cheval de bataille, l'immigration. En balayant le problème en disant il n'y en a pas de problème, et en insultant les gens qui votent pour justement le candidat qui met ça comme problème principal, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on radicalise l'électorat. Une personne qui vit dans sa chair, qui est victime d'un problème, et qui voit que l'opposition au candidat qu'elle soutient répond par des insultes, des accusations non fondées, et balaye le problème du revers de la main, eh bien, elle va devenir automatiquement radicale et finalement fermer son esprit. Je dis souvent d'ailleurs, que vous croyez au problème du grand remplacement ou non, c'est pas le problème. Mais si vous avez en face de vous quelqu'un qui estime que c'est le problème principal, et que vous lui dites ton truc n'existe pas, ce qui compte, c'est le réchauffement climatique. Je prends ça parce que c'est un peu l'emblème des problèmes écologiques, alors que j'ai déjà expliqué souvent que ce n'est pas le problème écologique principal, mais prenons pour faire simple le réchauffement climatique, on va dire le grand réchauffement. Donc on oppose au grand remplacement le grand réchauffement. Quelle va être la réponse de celui à qui vous dites ton remplacement n'existe pas? Il va te répondre ton réchauffement n'existe pas. Et donc on va créer un clivage exacerbé, avec des gens qui vont devenir climato-sceptiques, alors qu'à la base ils ne le sont peut-être pas, juste par esprit de contradiction par rapport à son contradicteur. Et donc, un candidat comme Jadot repousse les personnes qui ont d'autres priorités de l'écologie. Or, l'écologie devrait concerner tout le monde. Donc son attitude est destructrice par rapport à la prise de conscience écologique. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je pourrais citer Anne Hidalgo, sans doute Christiane Taubira et d'autres candidats de gauche qui parlent de Zemmour comme la peste brune, un virus. Vous voyez, moi je ne défends pas Zemmour, mais en se comportant comme ça, Jadot fait que l'électorat de Zemmour, qui représente quand même une partie significative de l'électorat, voyez sa popularité, voyez comme il vend les livres, voyez ses meetings, vont considérer l'écologie comme quelque chose à combattre. Et ça c'est dangereux. Je reproche à Jadot donc d'être pour les injections obligatoires et d'avoir une attitude politique envers les opposants totalement contre-productive par rapport à l'écologie. On a bien compris, je me fous de Jadot en tant que tel, mais je ne me fous pas de l'écologie. Or, il représente une partie de l'écologie en France, et donc je voudrais qu'il ait une attitude qui n'est pas destructrice par rapport à l'écologie. Alors, il n'est pas que négatif. On peut parler du nucléaire, c'est le seul point sur lequel je dirais qu'il est relativement positif. C'est ce que je disais dans une vidéo par rapport à l'écologie il y a déjà quelques mois, l'année passée.
Mais malheureusement, les solutions qu'il propose pour se détourner du nucléaire ne sont pas très convaincantes. Il dit on va mettre fin au nucléaire et vous allez fournir l'énergie comment? D'autant plus que Jadot est dans cette idée qu'il faut remplacer les voitures à moteur thermique par des voitures électriques, ce qui est une solution extrêmement douteuse et discutable. Et l'électricité pour ces voitures, on va les produire comment? Voyons donc le programme de Yannick Jadot. Il dit changeons, tout le monde veut toujours changer en politique, on est habitué. Rien de neuf. C'est donc son site internet qui est censé résumer son programme. Protéger notre pays, sa beauté et son incroyable biodiversité, ça paraît bien. Cliquons pour voir ce qu'il propose. Alors, pour être du résumé, c'est du résumé. Regardez la longueur du texte. Heureusement qu'on a dit que c'était en résumé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour protéger notre biodiversité, qui devrait quand même être, disons, le point crucial de tout programme écologique? Alors, je vois en constat, 75% du milieu terrestre, 66% du milieu marin sont sévèrement altérés. Okay? Bref, les milieux humides, la France abrite 10% de la biodiversité, etc. D'accord? Notre programme répond méthodiquement et avec les moyens adéquats à chacune des causes responsables de la disparition de la biodiversité. Tout le monde peut dire ça. La mission politique du XXIe siècle est de s'occuper de l'ensemble du vivant, de le préserver et de le réparer. Bravo. Pas une seule mesure concrète. Bon, on va voir si dans ce résumé de programme, on trouve du plus concret. On sait que maintenant, les écologistes ils sont obsédés par le réchauffement climatique. Voyons quelque chose de climatique. Ah ben tiens, apaiser le monde par la diplomatie climatique. Je me demande s'il y a quelqu'un d'autre sur la planète qui a déjà utilisé ce concept de diplomatie climatique. Je suis curieux. Apaiser le monde par la diplomatie climatique. Alors, bah déjà son concept, il n'est pas très très long non plus. Quand on a dit résumé, on va aller voir le programme détaillé parce qu'ici on n'a vraiment pas grand-chose. Mais voyons si on trouve quelques informations. Parce que renforcer la solidarité, défendre la démocratie, c'est quand même beaucoup de blabla qu'on a déjà beaucoup entendu, mais rien de très très concret. La France confortera son budget de la défense. Bon. Alors, est-ce qu'il faut augmenter le budget de la défense ou pas? Au niveau écologie, on sait que l'armée, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus respectueux. Mais de fait, il faut protéger le pays, donc certains s'en réjouiront. Voyons un petit peu. Sa politique extérieure s'inscrira dans une Europe de la défense renforcée et en partenariat transatlantique plus équilibré. Donc, on est d'accord, M. Jadot ne va pas sortir de l'OTAN, donc les tensions avec la Russie, etc., on n'est pas prêt d'en être débarrassé, puisque c'est quand même l'OTAN qui est extrêmement agressive de ce côté, et en plus, une Europe de la défense. Donc, on est bien dans une tendance de donner plus de pouvoir à l'Europe, à l'Union européenne donc, et à Bruxelles, moins de souveraineté pour la France, plus de souveraineté pour l'Europe. C'est bien dans le sens dans lequel ça va. Alors, très intéressant, le désarmement nucléaire multilatéral sera l'une de nos principales priorités. Je dois dire que je ne suis pas un grand fan de l'armée, je suis même plutôt un pacifiste, mais je suis aussi réaliste. Je sais que certaines personnes m'estiment totalement idéaliste, certes, mais réaliste quand même. Je ne crois pas que ce soit en oxymore. On peut être idéaliste, c'est-à-dire avoir une vision idéale sur le long terme et être réaliste par rapport à la réalité, justement, de l'actualité. Sérieusement. De un, on sait que l'Europe manque de puissance, à part le côté économique qui reste bon pour l'instant, mais peut-être pas sur le très long terme. Au niveau militaire et politique, nous sommes en nain. Tout le monde le dit. Ce qui reste comme atout en Europe sont principalement des atouts français. C'est que la France est le seul pays de l'Union européenne qui est en armement nucléaire, ce qui est malheureusement dans le monde aujourd'hui essentiel pour être pris au sérieux, sinon on se fait directement contrôler par un pays puissant comme la Chine ou les États-Unis en particulier, et que la France a un siège au sein du Conseil de sécurité, mais si ce siège lui a été attribué, c'est justement parce que la France a accès à l'arme nucléaire. M. Jadot propose un désarmement nucléaire multilatéral.
Alors, si vous me demandez, est-ce que dans un monde idéal, je veux qu'il y ait des armes nucléaires ou pas, ma réponse est clairement, je n'en veux pas. C'est pour ça que je dis que je suis idéaliste. Je rêve d'un monde où il n'y aurait pas d'armes, où les humains seraient en paix, entre eux, entre humains, et avec les autres terriens que sont les animaux, et bien sûr avec toute la nature. C'est peut-être très joli, c'est un idéal qui me fait rêver, mais ce n'est pas réaliste aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'on peut être idéaliste et réaliste à la fois. Mais admettons que ça ait du sens. Quelle est la marge de manœuvre pour le président Jadot en France pour convaincre la Chine et les États-Unis en particulier, mais aussi la Russie, vous allez voir que la Russie est très importante dans cette histoire, de se désarmer. À mon avis, la France a autant de chances d'avoir une influence que si le Luxembourg voulait convaincre à lui seul le Brésil d'arrêter de déforester l'Amazonie. Alors qu'on avait mis fin à la course aux armements, il y a quelques années, elle est relancée de fait. Et la raison est simple. La Chine et les États-Unis font clairement une course pour être la première puissance mondiale et dominer le monde. Que ce soit avoué ou pas ne change rien. La Russie veut exister dans ce monde. Et vu la quantité de ressources que l'on trouve dans son sous-sol et sa surface immense, qui est couverte d'ailleurs de forêts, ce sont les plus grandes forêts du monde, donc il y a les ressources en bois en tant que telles, mais puis il y a l'espace pour installer les gens, etc. C'est un pays qui est convoité par les autres puissances. La Russie, sans non-armement nucléaire, soyons clairs, aurait déjà disparu. Ce seraient les multinationales, américaines principalement, mais chinoises et autres, qui se partageraient les ressources russes. C'est pour cette raison que la Russie, qui n'a pas les moyens financiers de suivre au niveau armement conventionnel, je parle ici en quantité et non pas en qualité, pour concurrencer les États-Unis et la Chine, a une stratégie moins chère et peut-être plus intelligente, c'est-à-dire d'avoir des armes qui mettent tout le monde d'accord. Personne n'attaquera la Russie. Et donc ils ont notamment des missiles hypersoniques qui pourraient transpercer n'importe quelle défense anti-aérienne, anti-missile, qu'elle soit américaine ou chinoise, et donc ça assure le fait que personne n'attaquera la Russie. Je comprends cette stratégie, même si je ne suis pas pour les armements, parce que actuellement, je n'en vois pas d'autre. C'est la seule manière qu'a trouvé la Russie pour défendre son territoire. Force est de constater que ça marche, et que ça dérange les États-Unis, qui n'arrêtent pas de titiller la Russie, mais sans l'attaquer de front, puisqu'elle n'en a pas les moyens. Mais du coup que les Russes ont des missiles hypersoniques à peu près invincibles, les États-Unis ont relancé le programme qui avait été arrêté il y a bien longtemps, de missiles hypersoniques, pour ne pas être dépassé technologiquement. Et donc la Chine a pris la même voie. La France n'a pas cette technologie, et est donc en train de se faire complètement dépasser. Alors l'armement nucléaire français permet d'éviter de se faire attaquer par des puissances moyennes ou grandes, mais non nucléaires comme la Turquie, etc., mais n'a absolument plus d'influence par rapport aux décisions politiques sur le plan des armements nucléaires au niveau des 3 plus grandes puissances que je viens de citer. Donc, ce sont des mots creux, ce sont des mots qui veulent rien dire. Dire on va se désarmer, soit la France va désarmer toute seule et perdre encore de sa puissance alors qu'elle est déjà en plein déclin, soit elle va au contraire garder précieusement son arsenal nucléaire qui ont été fabriqués et qui sont pour l'instant encore plus ou moins valables. Mais une des raisons pour lesquelles Macron et certains candidats comme Zemmour et autres insistent sur le nucléaire en disant que ça augmenterait l'indépendance énergétique de la France, ce qui est absolument ridicule puisque l'uranium est totalement importé, est en réalité de s'assurer du combustible pour des armes qu'on devra moderniser tôt ou tard. Donc vous voyez, il y a de l'hypocrisie dans tout ça, de la part de tous les candidats et même du président de la République. De Jadot, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, c'est peut-être de la naïveté, mais croire réellement qu'il peut aller négocier en désarmement nucléaire mondial, c'est risible, c'est totalement risible. Bon, on a vu, ceci dit, que ce programme résumé sur le site internet est extrêmement court, donc allons plutôt voir ce que dit Jadot au niveau du programme détaillé. J'ai téléchargé le PDF de 39 pages, qui là est tout de suite beaucoup plus intéressant, mais est-ce que le contenu est réaliste ou tout aussi naïf que ce que je viens de dire sur le désarmement nucléaire? Eh bien, regardons. Tout d'abord, soyons clairs, Jadot est pro-européen. Il est tellement pro-européen qu'il veut aller vers une Europe fédérale, vers une défense européenne, c'est marqué ici dans son encart, et pire, il veut obtenir
la fin de l'unanimité pour les décisions importantes pour aller vers une majorité qualifiée. Ce qui veut dire concrètement que si la majorité des pays d'Europe souhaitent généraliser par exemple les OGM, les organismes génétiquement modifiés, la France ne pourra pas dire « pas chez nous », puisque ce mouvement vers une Europe fédérale, c'est diminuer encore la souveraineté de la France. Donc je pense que Jadot se tire une balle dans le pied, il fait des propositions écologiques pas terribles, mais en plus, il assure qu'il ne pourra pas les mettre en place, sauf si l'Union européenne le décide. Soyons clairs, le candidat Jadot est au niveau écologie totalement nul. Voyons deux points qui sont hyper importants pour l'écologie. Même si on a compris que Jadot était un mauvais candidat, on va quand même regarder sur ces deux points. Il y a les pesticides, stop aux pesticides et aux engrais de synthèse. Ça paraît bien. Nous diviserons par 2 l'usage des engrais et des pesticides de synthèse d'ici 2027. J'aimerais bien savoir comment. Et puis il dit, nous demanderons la suppression des pesticides en Europe en 2035. Mais demander ne veut pas dire qu'il va l'obtenir. Et si l'Europe dit non, ce sera non. Donc, c'est pas très sérieux. D'autant plus que comment est-ce qu'il va diminuer les pesticides d'ici en 2027 si la France prend des décisions unilatérales de diminuer les pulvérisations? Je dis que c'est bien, mais ça ne peut fonctionner que si les consommateurs ne vont pas se tourner vers des produits importés qui sont beaucoup moins chers, puisque concrètement, diminuer les pesticides, ça veut dire plus de bio. Mais le bio, c'est plus cher. Donc les gens pourraient acheter de l'importé, et donc là, c'est un pas en arrière. Entre acheter du pulvérisé français ou du pulvérisé importé, ben, c'est encore pire. Et comment est-ce qu'il va empêcher les importations? Dans une Union européenne qui ne parle que d'une chose, c'est de la concurrence libre et non faussée. Donc, ça ne m'a pas l'air très réaliste. Disons que c'est une déclaration qui va dans le bon sens, mais je doute très fortement de la mise en application. On sait que le gros problème de l'écologie, j'en ai déjà parlé très souvent, ce sont les élevages. Qu'est-ce qu'il dit sur les élevages? Il veut sortir donc de l'élevage industriel et favoriser la viande locale et bio. En désindustrialisant les élevages français, s'il ne diminue pas la consommation drastiquement, où est-ce qu'il va mettre les animaux? Réfléchissez. Et vous allez les mettre où? Et si vous consacrez des terres agricoles qui actuellement produisent des fruits, des céréales, des légumineuses pour nourrir les Français, que vous consacrez cet espace à mettre les animaux, parce qu'il faut bien les mettre quelque part, mais ça veut dire que vous allez devoir importer ces fruits, ces céréales et ces légumineuses. C'est ça le projet de Jadot? C'est de donner de la place aux animaux, donc augmenter la surface que l'on consacre aux élevages pour augmenter la nourriture importée? C'est écologique ça? Non mais franchement, c'est n'importe quoi. On sent bien la tendance wokiste, notamment via l'écriture inclusive utilisée dans le programme, influencée probablement par Sandrine Rousseau et cette mouvance, parce que je ne crois pas que Yannick Jadot lui-même soit wokiste. Cette tendance wokiste chez les écologistes n'a absolument aucun sens. Parce que le wokisme, c'est le contraire de l'harmonie avec la nature. Très décevant de la part de Yannick Jadot, et donc si vous avez comme moi la fibre écologique, eh bien n'espérez rien du côté de Yannick Jadot, ça ne vaut pas mieux que Macron, Pécresse, ce sera une intégration dans l'Union européenne. Si l'Union européenne devient une entité écologiste, on peut toujours rêver, eh bien la France suivra, mais sinon, ce n'est pas en Jadot qui va faire changer les choses. Je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos et d'autres candidats, évidemment.